Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Bruno Maurer, Amandine Denimal, Michel Verdellan. Le présent ouvrage dépasse le simple recueil d'articles thématiques sur les images de migrants dans les manuels scolaires, pour constituer une réflexion d'ensemble, argumentée et composée d'éclairages complémentaires sur la manière dont, dans l'espace méditerranéen, une série de positionnements discursifs peuvent être repérés qui sont aussi bien le fruit d'histoire nationale, de traditions disciplinaires que de liens dialogiques entre le discours des manuels scolaires et l'ensemble des discours sociaux avec lesquels ils entrent en résonance. Si l'ensemble des articles est structuré et peut donc être présenté dans une table des matières articulée autour de 3 entrées successives, 1. Les valeurs transmises à travers l'image du migrant. 2. De l'effacement à la dévalorisation. 3. Une image modulée selon les disciplines. C'est parce que les études dont les contributions rendent compte ont été menées dans le cadre d'un projet, représentation des migrants dans les manuels scolaires en contexte méditerranéen ou paraméditerranéen, conduit entre 2011 et 2013 avec le soutien principal de la Maison des sciences de l'homme de Montpellier. Un projet pluridisciplinaire. Ce projet est résolument à dimension pluridisciplinaire, fidèle en cela à la tradition du réseau des maisons des sciences de l'homme, avec des recherches embrassant un large éventail de disciplines scolaires dans plusieurs pays. Ainsi pour l'enseignement du français langue première, en France, du français langue étrangère, à partir de manuels français ou conçus à l'étranger, Espagne, ou du français langue seconde, pour des pays d'Afrique subsaharienne mais aussi pour l'Algérie et le Maroc, pour L'. Enseignement de la géographie Maroc, de l'histoire Albanie, de l'albanais Albanie, de l'arabe Algérie, de la littérature France-Albanie ou des sciences de la vie Italie France-Maroc. C'est, à travers cet ensemble disciplinaire et ce vaste tour d'horizon géographique, un très large éventail de manuels scolaires, d'enseignement primaire et secondaire qui a été mobilisé comme corpus d'études. Un projet international. Le projet a pris la forme d'une véritable collaboration sud-nord autour de l'axe méditerranéen. Il a ainsi réuni des chercheurs de plusieurs pays des deux rives, Albanie, Maroc, Italie, Algérie, France, associés des équipes de recherche au premier rang desquelles l'EA 739 d'Ypres de Montpellier 3, et reçu le soutien de plusieurs partenaires, principalement la MSHM de Montpellier, mais aussi l'association Les Amis de la Mémoire Pédagogique, la municipalité de Tlemcen, Algérie et l'Institut universitaire de formation des maîtres de Montpellier. Ces chercheurs se sont réunis à plusieurs reprises et ont collaboré à distance dans le but de réaliser une étude comparative, tout en harmonisant leurs outils d'analyse pour produire une réflexion d'ensemble. Des manuels encore en usage. Il fallait nécessairement donner des bornes à cette étude. Elles ont donc été géographiques, avec un ensemble méditerranéen. Elles ont également été historiques. Il aurait certes pu être intéressant de faire des études diachroniques, et de retracer sur une large période les différences de traitement, les évolutions nationales, mais il nous a paru que le corpus en deviendrait trop vaste et qu'il nous importait plus finalement de composer une image précise des tendances actuelles que de nous livrer à une plongée dans le passé. Aussi avons-nous choisi de traiter de manuels créés depuis le début des années 2000, sans remonter en deçà, sauf pour éclairage ponctuel. D'autres études pourront travailler cette dimension et donner un peu plus de profondeur de champ. Pourquoi une étude sur l'image des migrants et des migrations dans les manuels ? Un des aspects majeurs des échanges en Méditerranée est constitué par les migrations, nombreuses depuis la haute Antiquité, et se déployant dans des directions diverses, un phénomène en expansion mondiale et dont les actualités se font régulièrement les échos douloureux. La problématique des migrants est importante pour l'ensemble des pays méditerranéens, qu'ils soient pays d'immigration et ou pays d'émigration, sans négliger les migrations à l'intérieur d'un même pays. Et ces phénomènes migratoires ne sont pas sans incidence sur l'évolution des sociétés et sur les réalités éducatives. C'est pourquoi le projet s'est donné pour tâche d'observer et d'analyser la façon dont des manuels scolaires de niveau d'âge, de matières et de pays différents, dans un contexte méditerranéen large, représentaient les migrants et les migrations. Les études sur les manuels scolaires sont inégalement développées selon les disciplines et les pays, alors que ce type de document constitue un lieu d'observation de première importance.
tout en assurant la transposition didactique de savoirs savants. Il met en jeu de diverses manières les valeurs des sociétés qui le produisent. Il s'agissait dans ce projet de travailler sur un corpus représentatif, en observant les manuels les plus utilisés, par matière et par pays, d'un nombre spécifique de disciplines scolaires à différents niveaux d'âge et de classe, avec l'ambition de procéder à des regards croisés, entre pays du nord et sud de la Méditerranée, pays d'émigration et pays d'immigration d'une part, entre domaines d'études d'autre part. L'objectif était de mettre au jour le rôle des manuels scolaires en matière de représentation des migrants, et de déterminer quels étaient les discours dominants dans les différents contextes et les différentes disciplines étudiées, de révéler quelques traits caractéristiques relevant de stéréotypes et/ou de données historiques, économiques ou environnementales. Il va de soi que dans aucune des contributions, les chercheurs ne peuvent faire l'économie du contexte politique propre à chaque pays. Aussi essaie-t-il chaque fois d'éclairer le lecteur en entrant au besoin dans l'exposé des principaux constituants des romans nationaux, utiles à la compréhension du phénomène migratoire. Le manuel discours dialogique, polyphonique, multidimensionnel. Le manuel scolaire, en tant qu'objet textuel, constitue un discours éminemment complexe. D'abord, il met en jeu plusieurs voix, plusieurs instances énonciatrices, ce qui lui confère une dimension particulièrement polyphonique. Aux parties assumées par les auteurs de manuels répondent des documents insérés qui sont assumés par d'autres énonciateurs, au positionnement possiblement différent des auteurs du manuel. Ensuite, pour qui veut étudier les représentations de migrants dans les manuels scolaires, il importe de prendre en considération la nature particulière de l'objet manuel, qui en fait un discours dont la vocation même est de prendre en considération tout un ensemble de discours sociaux et ou scientifiques dont il doit se faire l'écho. Par là même, le manuel est un objet éminemment dialogique, au sens bakhtinien du terme, et c'est par là qu'il faut toujours en entreprendre l'analyse. C'est en tout cas le parti pris qui a été le nôtre. Enfin, le manuel est plurisémiotique, en ce qu'il utilise tout un ensemble de modes de communication, des textes, des images, des schémas, des chiffres, complémentaires qu'il faut considérer sans en écarter aucun si l'on veut mener à bien une étude de la manière dont un phénomène, les figures de migrants en l'occurrence, y est représenté. On conçoit à l'exposé de cette triple dimension, dialogique, polyphonique et plurisémiotique, qu'il vaut mieux se doter d'une méthodologie d'étude solide pour faire émerger quelques points saillants tout en s'autorisant des comparaisons. C'est ce qui a été fait, et qui est présenté dans le point suivant. Une méthodologie de recherche commune, pour faire ressortir des particularités. Une grille d'études a été élaborée pour prendre en compte au mieux ces trois dimensions du manuel scolaire. Analyse iconographique. A. Type d'image utilisée. Vidéo, photo, dessin, schéma. Image sans légende, image légendée, image type BD avec bulle. B. Origine de l'image, qui l'a produite? À quel effet? Quel message iconique scientifique? L'image est-elle produite spécifiquement pour le manuel, ou importée par le manuel? Dans ce dernier cas, avec ou sans conservation des messages initiaux? C. Rapport texte-image et rapport image-image. 1. Articulation texte-image. Illustration, point de focalisation, manière de faire passer un discours idéologique qui ne se transmet pas dans le texte. 2. Mode explicite ou implicite de production du sens par les images, dans leur rapport au texte. Quels effets sur le lecteur? Avec problème de construction du sens en fonction des profils de lecteurs possibles, des connaissances relatives à l'objet, de leur rapport à la lecture de l'image. Rapport image-texte, complète, remplace, redouble, contredit. Rapport image-texte, importance relative dans la mise en page, aspect quantitatif. D. Fonction des images. Déclencheur d'activité illustrateur, mise en évidence d'un aspect du réel, schématisation, esthétique, informative, synthèse. E. Identité et attitude des personnages S, représentés S. O. Espace, frontière, région d'origine d'accueil, pays d'origine d'accueil, continent, distance, isolat. Quand. Durée. De simple séjour à installation définitive. Qui. Caractère collectif individuel. Phénomène individuel, familial, groupe humain. Pourquoi? Nature des échanges et motivations. Travail, études, tourisme, gènes, climat, colonisation, exil.
Analyse textuelle. A. Qui est l'énonciateur des textes mettant en scène des migrants? 1. Auteur du manuel, étudier l'identité des auteurs. 2. Documents inclus, autres énonciateurs. 3. Commanditaire. Est-ce que l'étude des migrants est explicitement évoquée ou non dans les programmes? Est-ce que le discours officiel est repérable? B. Quelle est la nature des textes du manuel? 1. Informatif, injonctif, consigne, argumentatif, explicatif, narratif, etc. C. Quelle est la fonction didactique des textes représentant les migrants? A. Texte déclencheur, consigne, qui sont le fait des auteurs pour la mise en travail. B. Texte exemplificateur, les textes qui sont objets de consignes d'étude. D. Quel lexème pour parler de la migration et des migrants? 1. Notion de personnage migrant. Les différentes appellations, étude du vocabulaire utilisé, mots pivots migrants utilisés ou non, recensement des occurrences, fréquence des emplois, étude des périphrases, colocation autour des mots du migrant, quelles associations d'idées sont faites autour du migrant? 2. Notion de migration. Les différentes appellations, étude du vocabulaire utilisé, mots pivots migration utilisés ou non, recensement des occurrences, fréquence des emplois, étude des périphrases, colocation autour des mots de la migration, quelles associations d'idées sont faites autour de la migration? Pourquoi? 1. Valeurs implicites explicites associées aux migrants. Quelle interaction entre connaissances, valeurs et pratiques sociales? Conclusion. Quel message est son produit in fine sur le migrant et au-delà sur la migration dans chaque manuel étudié? Bien entendu, cette grille d'analyse est seulement à fonction heuristique. Les articles qui présentent chacun leurs conclusions de manière argumentée n'ont pas à en suivre l'ordre et adoptent chacun un mode expositif propre, ce qui rend l'écriture plus efficace et la lecture plus agréable. Présentation du contenu de l'ouvrage. Cet ouvrage se compose donc de 3 parties, qui traiteront successivement des valeurs transmises à travers l'image du migrant, des procédés et des effets d'effacement ou de minoration qui touchent ce personnage, et de la modulation de ces images et procédés selon les disciplines scolaires. Disons d'emblée que l'ensemble de ces études souligne la faible proportion des migrants dans les manuels, leur dépréciation dans les textes et dans les images, et les visions très partielles, voire idéologiquement biaisées des phénomènes migratoires, malgré les nombreuses recherches scientifiques réalisées dans ce domaine. La première partie, consacrée aux valeurs, s'attachera à décrire la part que les manuels réservent à la migration dans le traitement de quelques thèmes anthropologiques fondamentaux: l'évolution de l'espèce humaine, la question des origines, le genre et l'égalité homme-femme, la mémoire. Un certain nombre de valeurs implicites apparaissent dans les manuels et structurent une sorte de curriculum caché, symptôme de la complexité de la transposition didactique des savoirs savants à l'école et des implications idéologiques des descriptions scolaires. Selon une approche paléanthropologique, Marie-Pierre Quesada étudie la façon dont les mouvements migratoires sont représentés dans les manuels de sciences de la vie et de la terre en France, lycée, en lien avec la génétique et l'origine de l'humanité. Dans les manuels de biologie du Collège français, Pierre Clément expose les modes de représentation de l'unité, de la diversité et de l'égalité. Ces contributions permettent d'éclairer un des problèmes les plus récurrents à propos des débats sur l'immigration, celui qui concerne les différences et leurs justifications biologiques, des justifications que l'on retrouve dans les discours de haine et d'exclusion. La naturalisation des différences concerne également les représentations du masculin et du féminin, et les contributions d'Adriana Valente, de Tommaso Castellani, de Giulio Vitali et de Silvia Caravita explorent, entre autres, ces aspects dans les manuels d'histoire et géographie en Italie. Le racisme comme le sexisme s'appuient finalement sur une naturalisation des différences, que vient contredire l'étude des migrations qui, au-delà de l'incontestable diversité des hommes, expliquent leur fondamentale unité. On comprendra alors tout l'enjeu que constituent les représentations de la migration à l'école pour les systèmes éducatifs actuels, celui de l'égalité entre les êtres humains. Dans la deuxième partie de cet ouvrage, les auteurs examinent les procédés d'effacement et de minoration qui touchent souvent les migrants et la migration, et les raisons idéologiques qui sous-tendent ces procédés.
Saverina Pacho et Andomaki Alochi mettent en évidence les tendances à la sous-représentation du migrant dans un pays, l'Albanie, qui connaît pourtant une forte émigration. Les représentations sont volontiers lacunaires et ambiguës, au point de rendre peu clair le message général du manuel sur ce sujet. Dans les manuels de français langue étrangère pour adolescents, Michel Verdellan-Bourgade examine les stratégies d'évitement et d'implicitation de la migration, auxquelles participe une forme de sublimation par une éducation antiraciste qui, pour importante qu'elle soit, peut passer de ce fait pour du politiquement correct. Autrement dit, la migration disparaît au profit de la diversité et de ses valeurs de tolérance ou de solidarité. Dans les manuels de français langue maternelle également, la figure du migrant se trouve encore contournée, comme le montre la contribution de Micheline Cellier, Françoise Demougin et Thierry Tréfaut. Lorsque le migrant n'est pas associé à la difficulté, au malaise ou à la victimisation, il se trouve métaphorisé et sublimé, quitte à le déréaliser complètement. Bruno Maurer s'attache finalement à décrire la vision de la migration dans les pays d'émigration, en l'occurrence des pays francophones d'Afrique subsaharienne, manuel de français. Il souligne le caractère dévalorisant des représentations, seuls les aspects négatifs apparaissent, jamais les positifs. La visée dissuasive de ce genre de discours est claire, tandis que toutes ces études convergent vers un point nodal du manuel, son positionnement énonciatif, et sa perméabilité à d'autres discours qui ensemble lui dessinent un rôle tributaire d'enjeux politiques évidents. Ces travaux permettent de circonscrire les ambiguïtés caractéristiques de l'énonciation des manuels, à propos des sujets dits sensibles. La troisième partie poursuit l'analyse de la complexité des discours scolaires, en apportant cette fois un éclairage supplémentaire, celui des disciplines. S'il peut sembler évident que les discours changent d'un système éducatif à l'autre, d'un pays à l'autre, les disciplines constituent un facteur méconnu de variation. Pour un pays donné, l'histoire, la géographie, la langue étrangère ou seconde, l'éducation civique ou religieuse sont autant de regards différents sur les phénomènes sociaux. Chaque discipline cherche à former des citoyens en fonction d'objectifs qui lui sont propres. Cette partie sera centrée sur deux pays du Maghreb, l'Algérie et le Maroc, dont les contextes seront présentés au regard du phénomène migratoire et des discours politiques, médiatiques et sociaux qui le concernent. Latifa Sari étudiera la façon dont l'image du migrant et de la migration se module dans les manuels de français, d'arabe, d'histoire et d'éducation religieuse en Algérie. Émigration d'intellectuels, célébration de héros de la mobilité et du voyage, exil, racisme et répression. Les aspects abordés et soulignés ne sont pas les mêmes et l'héritage colonial pèse différemment sur les matières enseignées. Une constante s'affirme malgré tout. L'oscillation entre valorisation et dévalorisation du migrant. C'est également ce qu'observent Abdelaziz Razouki, Salah Eddine Kashami, Boujema Agoram, Sabah Selmaoui et Mustapha Arfaoui, dans leur étude des manuels marocains de géographie. L'interdiscours avec les positions politiques de l'État marocain est cependant forte, le manuel se faisant le relais du discours dissuasif concernant les migrations. Le hiatus avec les discours qui circulent dans la société est donc manifeste, comme le montre encore la contribution d'Amandine Denimal à propos des manuels de français marocains. La France étant le principal pays d'émigration des Marocains, le manuel de français présente des stratégies ambiguës de dissuasion, tout en évitant de trop dévaloriser la langue et la culture enseignée. En tout, c'est à une lecture pluridimensionnelle et complexe que nous invitent les manuels de l'espace méditerranéen. Bonne lecture. Partie 1. Les valeurs transmises à travers l'image du migrant. Introduction, migration, race et genre. Pierre Clément. S2HEP, Université Lyon 1, France. Les sciences de la vie et de la terre, SVT, abordent les migrations humaines principalement sous deux angles. Directement en étudiant l'origine de l'espèce humaine puis son expansion jusqu'à habiter l'ensemble de notre planète. C'est le chapitre de Marie-Pierre Quesada qui analyse la façon dont les manuels scolaires rendent compte de ces mouvements. Indirectement avec la génétique humaine, introduite en classe de 3e, fin du collège, par une partie intitulée « Unité et diversité des êtres humains ». C'est l'objet du chapitre de Pierre Clément. L'unité des êtres humains est le fruit de leur migration incessante et en tous sens.
C'est en cela que la façon dont cette unité est abordée dans les manuels de SVT concerne le présent ouvrage. Autant l'annoncer immédiatement, les termes migration, migrants et dérivés sont le plus souvent absents dans ces parties des manuels scolaires. Ce n'est donc pas leur occurrence qui sera analysée, mais un problème plus fondamental, qui est un enjeu récurrent des débats sur l'immigration. Y a-t-il des différences entre les populations humaines qui justifieraient que certaines soient considérées comme supérieures ou inférieures aux autres ? Cette justification biologique de telles différences a été clamée tout au long de l'histoire humaine, de l'esclavage à la colonisation ou encore à l'extermination des Juifs et des Tziganes par les nazis. De façon plus concrète, l'immigration en France suscite des débats politiques qui, sous l'influence de l'extrême droite, ravivent l'émergence de propos racistes. Racisme anti-arabe, anti-musulman, antisémitisme, mais aussi racisme lié à la couleur de la peau, anti-noir ou anti-blanc. La vivacité de ces débats suggère qu'ils traduiraient une situation d'urgence, un problème sociétal particulièrement aigu nécessitant des réponses rapides. Pourtant, comme le précise Sarah Megji en 2014, dans son article, la part des étrangers et des immigrés résidant en France est restée à peu près stable depuis les années 1920. En 2008, 8,4% de la population française est immigrée, 68,7% des immigrés étaient de nationalité étrangère et 31,3% de nationalité française. Cette stabilité du phénomène migratoire depuis un siècle permet de participer au débat citoyen de façon plus apaisée. Les différents propos racistes s'appuient souvent sur une naturalisation des différences entre êtres humains, naturalisation qui prolonge les antiques oppositions entre les tenants de l'inné ou de l'acquis. Ceux-ci se sont mués dans la seconde moitié du XXe siècle, en défenseurs de pourcentages opposés de l'un ou de l'autre. Or, évoquer la part de l'inné et la part de l'acquis n'a de sens que dans un modèle additif. Il n'a aucun sens ici, car il y a interaction entre inné et acquis. Albert Jacquard l'a magistralement démontré dans son ouvrage Éloge de la différence, 1972, et l'a illustré par une métaphore. Dans un mur de briques, les briques comme le ciment sont chacun à 100% nécessaires car sans l'un des deux, le mur ne peut pas exister. Quand il y a interaction entre deux parties, chacune est à 100% nécessaire à l'ensemble. Tous nos traits sont ainsi 100% innés et 100% acquis, expliquent les généticiens Albert Jacquard et Axel Kahn 2001. Ceci ne nie en rien l'importance du biologique, mais sonne le glas d'une ère où les traits humains étaient uniquement ou surtout expliqués comme biologiquement déterminés. C'est la fin du tout. Génétique, titre l'ouvrage d'Atlan 1999, le titre du livre de Kupiec et Sonigo 2001 précisant « ni Dieu ni gène ». Malgré ce consensus largement admis aujourd'hui par la communauté scientifique des généticiens et autres biologistes, les débats restent vifs au sein même des intellectuels et des politiques français. Sans remonter jusqu'à Nicolas Sarkozy 2007, affirmant que la part de l'inné est immense, illustrons les enjeux de ces débats par deux exemples plus actuels, 2011 à 2013, les notions de genre et de race. 1. Sexe-genre, égalité homme-femme. Quelques lignes distinguant l'identité sexuelle, de l'orientation sexuelle dans des manuels de biologie de première L et A ont suffi à mettre le feu aux poudres durant l'été 2011, quelques 80 députés UMP réclamant sans succès leur retrait. À la question numéro 114 573 posée par un parlementaire UMP, le ministre de l'Éducation a répondu le 17/1/2012. La théorie du genre n'apparaît pas dans le texte des programmes de SVT. La thématique féminin-masculin, et en particulier le chapitre Devenir homme ou femme, permet à chaque élève d'aborder la différence entre identité sexuelle et orientation sexuelle à partir d'études de phénomènes biologiques incontestables. Cependant, la polémique a rebondi à l'occasion du débat parlementaire sur le projet de loi Peillon. Après que les évêques de France ont dénoncé le 16 avril 2013 l'invasion organisée et militante de la théorie du genre dans le secteur éducatif, la querelle a été reprise par un groupe d'étudiants de droite, l'UNI, pour combattre un amendement introduisant dans les programmes du primaire la simple phrase suivante : « Elle assure les conditions d'une éducation à l'égalité de genre ». Du côté des manuels scolaires, Pascale Gélébar, directrice de Savoir Livre, association qui regroupe 6 éditeurs, Belin, Borda, Hachette, Attier, Magnard et Nathan, s'est défendue de toute prise de position militante.
il s'agit de voir comment l'édition scolaire peut mieux tirer profit des apports les plus récents de la recherche, a-t-elle commenté au cours du séminaire Égalité, Diversité et République de la recherche au manuel scolaire. Comment ne pas tenir compte, dans l'enseignement, de la somme considérable d'études récentes sur le genre. Or, les tensions ont été récemment ravivées par les manifestants contre le mariage d'homosexuels, contre une loi antinaturelle, manifestants qui ont pourfendu la notion même de genre, l'idéologie du genre qui nie la réalité biologique, en se référant à la naturalité des sexes différents, d'après eux créés par Dieu pour uniquement des couples hétérosexuels. L'enjeu d'un tel débat, au-delà de l'agitation politique, est l'égalité homme-femme, et la volonté de certains de justifier le sexisme par des raisons biologiques. À ce propos, les conceptions des enseignants varient énormément d'un pays à un autre. Une recherche que j'ai coordonnée dans 24 pays montre des différences inattendues entre pays. Entre 250 et 750 enseignants interrogés dans chaque pays avec le même échantillonnage. Un tiers en primaire, un tiers en secondaire biologie et un tiers en secondaire lettres. Ayant à se prononcer sur la proposition, c'est pour des raisons biologiques que les femmes ont plus souvent la charge des tâches domestiques que les hommes. 2% des enseignants interrogés en France expriment leur accord, alors qu'ils sont plus de 50% en Algérie, Maroc, Liban, Sénégal, Cameroun, mais aussi en Lituanie et Estonie, plus de 30% en Hongrie ou en Finlande, pour ne citer que quelques résultats pour les 24 pays, voir Clément et Caravita 2011 page 45. Il en est de même pour l'homophobie, alors que au Danemark, 10% des enseignants désapprouvent la proposition. Les couples homosexuels devraient avoir les mêmes droits que les couples hétérosexuels. Ils sont 23% en France, plus de 40% en Italie, Hongrie, Roumanie, plus de 60% en Estonie, Lituanie, Serbie, Malte, plus encore dans 8 autres pays jusqu'à 93% au Sénégal. Clément et Caravita 2011 page 45. 2. Race, égalité entre tous les êtres humains. En France, l'Assemblée nationale a adopté le 16 mai 2013 une proposition de loi supprimant le mot race de la législation française. Le rapporteur a fait valoir que le mot race, ce concept aberrant ayant servi de fondement aux pires idéologies, n'a pas sa place dans notre ordre juridique. Un amendement a été adopté, précisant que la République combat le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Elle ne reconnaît l'existence d'aucune prétendue race. Là encore, les débats ont été vifs par rapport à cette importante et innovante proposition de loi. Le Monde du 18 mai 2013 a publié une tribune qui a fait grand bruit, Sexe et race, deux réalités, signée par l'écrivaine Nancy Huston et le biologiste Michel Raymond. Les réactions ont été multiples, dans la plupart des médias y compris dans les colonnes du Monde, pour démontrer la naïveté des arguments de cette tribune, la notion de race humaine, n'ayant aucun fondement biologique, mais étant socialement et culturellement construite à des fins d'exploitation. Je me limite ici à citer les arguments de la troisième réaction publiée dans Le Monde, car elle illustre l'intrication entre d'une part ce débat sur la notion de race humaine et d'autre part les migrations humaines, qui sont l'objet du présent ouvrage. Le premier argument mis en avant par les auteurs, Nancy Huston et Michel Raymond, est un remarquable contresens. Puisqu'il existe différentes races de chiens, ce que chacun s'accorde à constater, il n'y a pas de raison valable à ce qu'il n'existe pas de race humaine. Ce faisant, les auteurs oublient de rappeler que la diversité des races canines est le fruit d'une sélection effectuée de longue date par l'homme, pour obtenir des animaux adaptés à telle ou telle fonction. Les auteurs n'en restent pas aux chiens. Ils invoquent le chimpanzé, la girafe ou le raton laveur et leurs multiples sous-espèces, qu'ils présentent également comme des analogues animaux aux supposées races humaines. Là encore l'argument est trompeur. Car dans le reste du règne animal, ces sous-espèces ne tiennent qu'à l'occupation de niches écologiques distinctes. Or, l'une des singularités d'Homo sapiens est qu'il est fondamentalement migrateur. Il s'est affranchi de tous les environnements rencontrés après ses sorties d'Afrique successives, s'adaptant à l'ensemble des biotopes, créant ainsi une continuité de peuplement, des tropiques aux régions paléarctiques. Ou dans cette continuité placer les frontières. Bien sûr, la sélection n'a jamais cessé son œuvre. Des différences de phénotypes sont apparues au cours des derniers millénaires. Il est donc en effet absurde, comme le soulignent justement les auteurs,
de contester la réalité de ces différences. Mais, les migrations et les mélanges de populations n'ayant jamais cessé, ces différences s'inscrivent dans un continuum de diversité qu'il est impossible d'incarcérer dans une classification rigide de systématiciens. L'ethnie, notion complexe qui tient compte de considérations socioculturelles, linguistiques, etc., peut parfois être invoquée, mais la race, comme catégorie biologique, est un leurre. Pour les auteurs, la variété des réactions à certains traitements médicamenteux en fonction des populations, ou les susceptibilités différentes à certaines maladies viennent corroborer scientifiquement la notion de race. Mais les populations du Grand Ouest de la France sont très enclines à la luxation congénitale de la hanche. Parle-t-on d'une race ouest française ? Autre exemple, la nomenclature administrative américaine considère qu'il existe une race des Blancs hispaniques. Faut-il y voir une réalité biologique ou plutôt la traduction d'une crainte de l'Amérique du Nord anglo-saxonne face à la pression migratoire de l'Amérique du Sud hispanophone ? En Europe, il ne viendrait à personne l'idée de discriminer une race hispanique. Ce qui précède exprime bien le consensus actuel de la communauté scientifique internationale. L'importance des migrations humaines explique l'unité de tous les êtres vivants, au-delà de leur incontestable diversité. Comment ces concepts fondamentaux sont-ils introduits dans l'enseignement de la biologie en France ? Leur enjeu quant au racisme y est-il explicité ? Ce sont les questions auxquelles se propose de répondre la partie 1 de cet ouvrage. Auparavant, comme plus haut pour le sexisme, soulignons que dans plusieurs pays ce consensus rejetant la notion biologique de race humaine n'est pas partagé par tous les enseignants. Dans la même recherche internationale signalée plus haut, Bioed Citizen, une question indiquait « Les groupes ethniques sont génétiquement différents et c'est pourquoi certains sont supérieurs aux autres », proposition qui correspond à une définition du racisme. Si 2% d'enseignants français ont approuvé cette proposition, et moins de 10% dans 8 autres pays, ce pourcentage était supérieur à 33% en Pologne et dans 5 autres pays, avec un maximum de 65% au Liban, Clément et Caravita 2011, page 45, Castera et Clément 2012. Les chapitres qui suivent vont examiner chacun à leur manière les relations entre migration, race et genre. Marie-Pierre Quesada invoquera l'approche paléanthropologique pour présenter ce que l'on sait des migrations humaines. Pierre Clément étudiera les apports de la génétique tels qu'ils sont présentés dans les manuels scolaires et leur rôle dans l'approche de la diversité-égalité des êtres humains. Adriana Valente et Cole s'intéresseront aux valeurs véhiculées par des manuels italiens d'histoire et de géographie en matière de figure du migrant et d'équilibre des genres. Les migrations à l'origine de l'espèce humaine actuelle, dans les manuels de sciences français de 2001 à aujourd'hui. Marie-Pierre Quesada. FDE, Université de Montpellier, France. L'approche paléanthropologique peut elle aussi favoriser la réflexion sur le sujet hautement polémique de l'immigration. En effet, si le phénomène migratoire est souvent associé à notre histoire récente, il est important de souligner que les migrations de populations humaines existent depuis l'apparition de notre espèce, Homo sapiens. Les scientifiques retracent cette histoire ancienne des migrations de l'homme à l'origine de son extension sur l'ensemble des terres immergées du globe et de sa réussite évolutive. Pour Evelyn Heyer, 2012, biologiste spécialisée en anthropologie génétique, l'homme moderne, Homo sapiens, né il y a environ 200 000 ans et sorti d'Afrique voilà 70 000 ans, appartient à une espèce dont l'une des caractéristiques est de beaucoup migrer. Les programmes scolaires français de sciences de la vie et de la Terre traitent de l'évolution biologique de l'homme. Il nous a paru important d'engager une recherche spécifique sur l'enseignement des migrations en paléanthropologie, afin de favoriser la vigilance épistémologique indispensable dans la transposition de ce concept. Nous avons montré précédemment les interactions entre sciences et société dans la transposition didactique du thème de l'évolution humaine dans les programmes et les manuels. Quesada et Clément 2006, 2007, Quesada 2008. Deux méthodes nous ont permis de mettre en évidence des valeurs implicites véhiculées par les programmes et les manuels, tels que anthropocentrisme, ethnocentrisme, androcentrisme, dogmatisme, finalisme, déterminisme. La première consiste à effectuer une étude synchronique dans différents pays,
Elle est révélatrice des variations de la transposition didactique liées aux différents contextes politiques, économiques et sociaux des pays étudiés, Quesada et al. 2008-2012. La seconde que nous adopterons dans cette présente recherche est une approche diachronique révélatrice des modifications de la transposition didactique en lien avec l'évolution des connaissances, mais aussi des valeurs et des pratiques sociales. Cette approche nous aidera à repérer les éventuels biais idéologiques dans la manière de présenter les migrations dans les manuels de sciences. Reconnaître le phénomène migratoire comme constitutif de notre espèce peut apporter un regard plus distancié sur les migrations actuelles. Est-ce que les programmes et les manuels de sciences abordent cette question des migrations de l'espèce humaine? Et si oui, quelles conceptions des migrations et des migrants sont-elles transmises dans les programmes et les manuels français? Quelles sont les valeurs implicites véhiculées dans le traitement de ce thème? Quel apport dans la formation du citoyen de demain pour favoriser la réflexion sur les débats actuels? Pour répondre à ces questions, nous effectuerons au préalable une analyse épistémologique de la question des migrations à l'origine de l'espèce humaine actuelle, afin de catégoriser les conceptions des scientifiques et les obstacles épistémologiques qu'elles révèlent. Nous pourrons ensuite analyser les programmes de 2002 et de 2012, ainsi que les manuels des éditions Borda et Nathan de 2002 et 2012 pour identifier les conceptions relatives aux migrations qui s'y expriment. Nous essayerons ensuite d'analyser leur évolution en France durant cette dernière décennie. 1. Approche épistémologique du concept de migration à l'origine de l'espèce humaine actuelle. 1.1. Migration et colonisation en sciences biologiques. Avant d'étudier le concept de migration appliqué à l'espèce humaine, il est utile de replacer son usage en sciences biologiques pour l'ensemble des espèces vivantes. Les migrations existent chez de nombreuses autres espèces vivantes. Elles font l'objet d'études en écologie qui utilisent un lexique précis distinguant migration et colonisation. Ramad 2009 page 218 décrit des migrations, mouvements réguliers de départ et de retour, effectués sur un rythme quotidien ou saisonnier, des mouvements d'émigration, départ univoque d'une partie ou de la totalité de la population de son habitat d'origine, et des mouvements d'immigration correspondant à la colonisation d'un nouvel habitat par la population considérée. La migration est un déplacement à caractère périodique, qui implique un retour régulier dans la région de départ. Ainsi décrit-on des espèces qui ont des migrations annuelles comme l'hirondelle qui alterne hiver en Afrique et été en Europe, des espèces qui ont des migrations journalières comme le zooplancton qui alterne montée vers la surface de la mer, la nuit et descente vers les profondeurs marines, le jour. Le concept de migration s'applique à différents niveaux d'organisation, l'individu, la population et l'espèce. Ce concept de migration s'oppose à celui de colonisation qui décrit les mouvements sans retour, qui conduisent à une extension de l'habitat d'une espèce. Le flux d'informations génétiques, mais aussi sociales et culturelles assurées par les échanges migratoires favorise l'homogénéité du patrimoine des populations dans les régions de départ et d'arrivée, et donc l'unité de l'espèce considérée. À l'opposé, la colonisation d'un nouveau milieu sans retour favorise la diversification génétique et comportementale qui peut être à l'origine d'une nouvelle espèce par isolement géographique. En conclusion de cette étude préalable, nous pouvons envisager deux conceptions opposées des déplacements de population. La conception migration aller-retour, associée aux échanges et au maintien de l'unité des populations des différents territoires, et la conception colonisation sans retour associée à l'idée de séparation des populations. Qu'en est-il pour l'espèce humaine? 1.2. Migration et colonisation dans le cas d'Homo sapiens. Les études de référence en matière de migration humaine concernent le plus souvent les déplacements des individus. L'échelle de temps est alors historique et dans ce cas, il est question d'immigration et migration. Ce sont des données directes qui aboutissent aux statistiques officielles, qui évaluent en 2000 entre 185 et 192 millions le nombre de migrants internationaux, pour les personnes ayant quitté leur pays pour vivre et se fixer dans un autre pays pour au moins un an. Or, la migration humaine est un phénomène aussi ancien que l'humanité. Aussi nous plaçons-nous pour cette étude à une échelle de temps géologique, afin d'étudier les déplacements des populations humaines au cours des temps préhistoriques.
Les données utilisées sont directes avec la mise en évidence et la datation des restes humains et archéologiques, et des données indirectes avec les comparaisons génétiques et linguistiques des populations actuelles ainsi que les comparaisons génétiques des populations actuelles et fossiles. Un consensus fort dans la communauté scientifique concerne les caractéristiques d'Homo sapiens, l'espèce humaine actuelle. C'est une seule espèce qui regroupe toutes les populations humaines actuelles sans distinction de race biologique. C'est une espèce bipède qui voyage. Elle partage cette caractéristique avec d'autres espèces du genre Homo comme le souligne Brigitte Senu, 2012, paléoanthropologue. En comparant les espèces du genre Homo aux autres primates, elle indique que l'homme est le seul capable de marcher longtemps pendant de longues distances sur ses deux pattes arrière, ce que l'on nomme la bipédie. Aujourd'hui, c'est l'espèce la plus invasive et prédatrice de la planète. Les données de paléanthropologie nous apprennent qu'Homo erectus a occupé un vaste territoire s'étendant de l'Afrique à l'Asie et l'Europe, il y a 1 million d'années, avant de disparaître. Le territoire occupé par Homo heidelbergensis couvrait l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Celui d'Homo neanderthalensis, le Moyen-Orient et l'Europe et celui d'Homo sapiens s'est progressivement étendu à l'ensemble des territoires du globe. Une controverse importante est toujours en cours dans la communauté scientifique, c'est la question des origines de l'espèce humaine actuelle. Les hommes actuels sont tous parents, mais à quand remonte cette parenté ? C'est ce que tentent de trouver les généticiens des populations, les paléanthropologues et les linguistes. Krubezi et al., 2008, vont jusqu'à affirmer « L'honnêteté commande d'avouer d'emblée que cette question n'aura jamais de réponse très précise. » En effet, selon Krubezi et al., 2008, plusieurs problèmes se posent. Le premier porte sur la définition des espèces pour les populations actuelles et passées avec la prise en compte de critères morphologiques et ou de critères d'interfécondité. Le second problème porte sur les méthodes en génétique des populations. Le troisième problème concerne la rareté et le caractère fragmentaire des restes fossiles en paléanthropologie et enfin le quatrième problème concerne les résultats partiels pour les analyses des ADN fossiles. Krubezi et al. Précisent ce qui est discuté au sein de la communauté scientifique. À l'exception de l'Australie et des Amériques, toutes les parties du monde étaient déjà peuplées avant l'apparition de l'homme moderne. Ces populations ont-elles contribué à l'émergence de notre espèce ? Un peu, beaucoup, pas du tout ? Aucune des réponses apportées à cette question ne fait l'objet d'un consensus parmi la communauté scientifique. Globalement, 3 grands modèles contradictoires existent. Ces 3 modèles proposent une explication à la diversité de l'espèce humaine actuelle et s'avancent donc sur un terrain sensible. L'hypothèse actuellement la plus consensuelle concernant les migrations de l'homme moderne correspond au modèle monocentriste ou Out of Africa qui défend l'idée d'une origine unique récente. Homo sapiens moderne, apparu en Afrique il y a 200 000 ans, se serait répandu et aurait remplacé rapidement les hominidés locaux, Stringer, 2014. Les 2 autres hypothèses correspondent à un modèle polycentriste ou multirégional. Initialement, ce modèle proposait plusieurs branches indépendantes et postulait que les populations ancestrales du genre Homo sur les différents continents auraient évolué indépendamment vers les Homo sapiens actuels. C'est le modèle du candélabre. Actuellement, c'est un modèle en réseau dit modèle réticulé qui demeure, un schéma évolutif qui n'implique ni ramification ni divergence de type arborescent, mais repose sur des courants enchevêtrés de populations en évolution constante. C'est un modèle continu depuis près de 2 millions d'années qui soutient l'existence d'échanges génétiques permanents entre les populations des différents continents, plusieurs grandes migrations, avec des échanges génétiques entre populations locales et migrants se seraient produites. Krubezi et Braga, 2008, page 72. On retrouve ici les 2 conceptions des déplacements humains. Le modèle monocentriste sous-entend la compétition entre populations locales et migrantes, le remplacement des unes par les autres, avec une conception de type colonisation. Le modèle polycentriste réticulé est basé sur l'échange et la continuité, dans une conception migration aller-retour. Le modèle du candélabre, aujourd'hui abandonné, concrétisait la conception raciale de l'humanité avec un isolement des populations dont l'origine commune était ancienne. La représentation des flux migratoires, elle-même s'attache à l'une ou l'autre des conceptions. Dans la figure 1, les flèches unidirectionnelles indiquant les routes d'Homo sapiens,
témoigne d'une conception-colonisation sans retour. La figure 2 insiste sur les échanges dans les deux sens apparentés à la conception migration aller-retour. Figure 1 R. Macchiarelli. La recherche, 2008, numéro 419, page 41. Figure 2 Langanet et al., 1992. Tous parents, tous différents, page 44, graphisme Y. Raymond. Dans ces débats, la question des hybridations entre espèces fossiles a récemment trouvé une réponse en faveur des hybridations entre l'homme de Néandertal et l'homme actuel. Le séquençage de presque 2/3 du génome de Néandertal révèle qu'il s'est mélangé avec Homo sapiens. Green et al., 2010. Elle argumente l'idée des échanges entre populations locales et migrantes. En éthologie, les échanges migratoires d'une espèce assurent un flux constant entre les deux régions du déplacement aller-retour. C'est ce que montrent précisément les études de génétique des populations appliquées à l'espèce humaine. Evelyn Heyer, 2012, indique qu'après la colonisation du monde, les populations installées n'ont jamais cessé d'échanger des migrants de proche en proche. Dans la citation de la généticienne des populations ci-dessus, les deux conceptions des déplacements sont présentes et le paradoxe de leur coexistence dans la même phrase est souligné par l'usage des guillemets pour le terme « installé ». En effet, la formulation utilise les termes de colonisation et de migration, avec moins de rigueur qu'en éthologie. Ce qui conduit l'auteur à préciser que la colonisation n'aboutit pas réellement à une installation, car l'espèce humaine migrante par essence, continue ses déplacements avec aller-retour au cours des générations successives. L'auteur précise ensuite que Homo sapiens est une espèce qui ne transmet pas seulement un patrimoine génétique, mais aussi du social et du culturel. Les populations migrantes dans les deux sens à l'échelle des temps géologiques échangent les gènes, mais aussi les caractéristiques sociales et culturelles qui vont permettre de maintenir l'unité de l'espèce humaine actuelle au cours des dizaines de milliers d'années de migration humaine. Jean-Jacques Hublin 2012, paléoanthropologue, indique qu'au cours des 50 000 dernières années, l'homme moderne se répand hors de ce continent, l'Afrique, de façon irrésistible. Il colonise toute la planète, causant l'extinction des autres concurrents, mais aussi d'une bonne part de la faune. Il révèle ainsi une conception colonisation très marquée avec l'utilisation de termes guerriers comme se répand, colonise, extinction, concurrent. Du point de vue épistémologique, il apparaît clairement que les connaissances relatives aux déplacements humains à l'origine de l'espèce actuelle s'élaborent en référence à des modèles en lien avec deux conceptions des migrations. Le tableau 1 ci-dessous propose une catégorisation de ces conceptions. Les obstacles épistémologiques qu'elles révèlent sont en lien avec une certaine représentation de l'humanité. Avec la conception colonisation, le remplacement des espèces humaines archaïques par notre espèce actuelle sous-entend une espèce actuelle moins archaïque, plus évoluée, plus adaptée, plus compétitive. Il s'en dégage l'idée d'une hiérarchie des espèces humaines avec la supériorité de l'espèce actuelle, seule survivante du genre Homo. Avec la conception échange migratoire, c'est l'idée d'hybridation entre les différents groupes humains qui prédomine et les valeurs associées telles que la coopération. Il s'en dégage l'idée d'une seule espèce humaine sans barrière stricte d'espèces depuis 1 million d'années. Tableau 1. Catégorisation des conceptions relatives aux migrations à l'origine de l'espèce humaine actuelle. 2. Conception sur les migrations à l'origine de l'espèce humaine actuelle, dans les programmes et les manuels français de 2001 à aujourd'hui. Quelle transposition didactique s'effectue sur la question des migrations au cours de l'évolution de la famille humaine? Est-ce que les controverses relatives à ces questions sont à l'étude? Quel type de conception s'exprime dans les programmes et les manuels? Pour effectuer cette étude, le corpus choisi est constitué d'une part des extraits de programmes de sciences de la vie et de la Terre, SVT, de la classe de terminale relatifs à l'évolution humaine de 2001 et 2011, et d'autre part des chapitres sur l'évolution humaine des manuels scolaires de SVT de 2002 et 2012 des éditeurs Borda et Nathan. Une analyse des programmes et des textes de manuels est effectuée à partir de la catégorisation des conceptions effectuées ci-dessus. L'analyse textuelle des programmes et des chapitres sur l'évolution humaine des manuels scolaires de SVT de la classe de terminale scientifique porte sur la nature des contenus, la présence ou pas des migrations dans l'histoire évolutive de la famille humaine,
les modèles explicatifs de l'origine de la diversité de l'espèce humaine actuelle, les rapports entre l'homme de Néandertal et l'homme actuel, et identification des conceptions relatives aux migrations en fonction du lexique utilisé, nature et nombre des mots de la même famille utilisés. L'analyse des schémas présents dans les chapitres étudiés porte sur la représentation ou non des flux migratoires, afin de déterminer s'ils sont pluridirectionnels ou unidirectionnels. Le bilan du thème dans les manuels fait l'objet d'une analyse spécifique. 2.1. Étude des programmes de Terminal S de 2001. Les programmes officiels de 2001 sur l'évolution humaine présentent en 585 mots une transposition didactique centrée sur l'actualisation des connaissances au détriment des préoccupations épistémologiques. Quesada et Clément 2013. L'unité génétique de toutes les populations humaines actuelles, qui fait consensus dans la communauté scientifique, est rappelée. Pour l'origine d'Homo sapiens, le choix est fait de ne présenter, certes au conditionnel, qu'une seule des deux hypothèses actuellement en discussion. Seul le modèle monocentrique est proposé dans la partie sur l'origine des hommes modernes, Homo sapiens. Il est même précisé dans les limites du programme que la discussion sur l'origine polycentrique ou monocentrique de l'homme moderne n'est pas exigée. Le choix d'un message univoque dogmatise un discours qui perd en pertinence épistémologique et en démonstration de la nature des sciences. Les termes du programme relatifs aux migrations sont les suivants. Homo sapiens serait une nouvelle espèce apparue en Afrique ou au Proche-Orient il y a 100 000 à 200 000 ans et aurait colonisé tous les continents en remplaçant Homo erectus. L'usage des mots colonisé et remplaçant permet d'identifier clairement qu'il s'agit de la conception colonisation relative aux migrations. Ce sont les valeurs implicites de compétition entre populations qui sont présentes, les échanges et l'hybridation étant totalement exclus des hypothèses. 2.2. Étude des manuels des éditions Borda et Nathan de Terminal S, de 2002. Chez Borda, 2 chapitres portent sur la lignée humaine en 44 pages sur 432, soit environ 10% du manuel. L'analyse lexicale relative au déplacement montre que le terme le plus employé est migration, 13 fois. Le terme colonisation apparaît presque autant, 11 fois. Suivent les termes remplacement à 7 reprises, coexistence à 5 reprises, envahissement à 3 reprises, voyage, essaimage à 2 reprises et enfin hybridation à 1 reprise. Les termes en lien avec la conception colonisation des migrations humaines sont donc nettement prédominants. Le schéma bilan est conforme au programme, il ne présente que l'hypothèse monocentrique avec l'utilisation des termes colonisés et remplace. Population ancestrale récente, colonisation progressive et remplacement des espèces ancestrales, témoignent d'une conception colonisation des migrations humaines. Cependant, dans le corps du chapitre à la page 69, la controverse est présente avec la présentation de plusieurs modèles pour expliquer l'émergence de l'homme moderne. Les modèles monocentriques et réticulés sont mis en discussion. La conception colonisation, avec son champ lexical, berceau, essaimé, remplace les hommes archaïques, et bien associée au modèle monocentrique. La conception échange migratoire n'est pas réellement présente, car malgré un schéma montrant des échanges à différentes périodes entre les populations humaines des différentes régions du monde, le texte n'insiste que sur les origines régionales multiples des populations actuelles et ne cite pas les échanges et l'hybridation entre populations locales et migrants. On peut s'interroger sur la vigilance épistémologique des auteurs de ce commentaire qui plaque un discours plutôt adapté au modèle multirégional dit du candélabre, au modèle multirégional réticulé représenté dans le schéma. On passe ainsi à côté des enjeux théoriques des débats relatifs à ces modèles. L'existence des Néandertaliens est traitée en affirmant les grandes différences de son ADN avec celui de notre espèce, Homo sapiens. Enfin, les schémas représentant les migrations chez Homo erectus et Homo sapiens présentent dans 4 cas sur 5 des flèches unidirectionnelles qui renforcent l'idée de déplacement sans retour. Dans un seul cas, les échanges pluridirectionnels sont évoqués sans être marqués clairement par des flèches. En conclusion, la conception colonisation est la conception dominante qui se dégage du manuel Borda 2002. Chez Nathan, un chapitre présente la lignée humaine en 29 pages sur 416, soit environ 7% du manuel. L'analyse lexicale relative au déplacement montre que le terme le plus employé est migration, 9 fois,
le terme colonisation apparaît autant que le terme cohabitation, c'est-à-dire 4 fois. Les termes conquête, nomade, compétition sont présents à 2 reprises. Les termes remplacement, déplacement, itinérant, échange et diffusion sont employés à 1 reprise. Les termes employés sont neutres ou en lien avec l'une ou l'autre des conceptions relatives aux migrations humaines. Leur usage s'effectue de manière assez équilibrée. Le schéma bilan propose une version moins marquée que les programmes. C'est le terme diffusion qui est utilisé pour les déplacements d'Homo sapiens. La neutralité de ce terme permet d'englober les 2 types de conception des migrations et de ne pas se positionner dans la controverse. Un débat sur l'origine de l'homme moderne est proposé à la page 53. 3 hypothèses sont présentées de façon rigoureuse. Une distinction est faite entre les 2 hypothèses multirégionales, celle du candélabre et celle dite mixte, avec l'idée d'échange entre populations locales et migrantes. L'homme de Néandertal est bien distinct de l'homme moderne. Sa disparition est associée de façon hypothétique à la compétition avec les hommes modernes. 9 schémas s'intéressent au déplacement des populations humaines. 5 représentent les territoires occupés par chaque espèce sans indiquer de déplacement. 3 indiquent des flux unidirectionnels dont la nature hypothétique est bien soulignée ainsi que les données scientifiques à l'origine des propositions. 2 schémas suggèrent des échanges d'une région à l'autre sans toutefois indiquer précisément des déplacements aller-retour. En conclusion, la rigueur épistémologique s'exerce dans la présentation des sources scientifiques et leur domaine de validité, la neutralité des termes employés, diffusion, groupe itinérant, lignée nomade, ou des représentations graphiques ainsi que l'emploi fréquent du conditionnel. La conception monocentrique de l'origine de l'homme moderne n'est pas affirmée de façon dogmatique. En conclusion, la conception colonisation est la conception dominante qui se dégage du manuel Borda 2002 conformément au programme, alors que, dans le manuel Nathan 2002, les choix sont moins tranchés, privilégiant des formulations neutres ou conditionnelles compatibles avec un débat entre les différentes conceptions. 2.3. Étude des programmes de Terminal S de 2011. Les programmes de 2011, MEN 2011 sont plus concis, 426 mots, et beaucoup moins détaillés. Ils rompent avec la logique des programmes précédents qui visaient une adéquation, difficilement tenable, à l'actualité scientifique. La transposition didactique est centrée sur l'application des acquis en matière de construction d'arbres phylogénétiques, avec une sensibilité épistémologique plus marquée, Quesada et Clément 2013. Les programmes actuels passent sous silence l'unité génétique de toutes les populations humaines actuelles, présentes dans les programmes de terminale scientifique depuis 1994. Cette partie offrait pourtant une argumentation scientifique à la non-existence des races humaines en biologie, et s'intégrait ainsi à l'éducation à la citoyenneté. Il faut cependant préciser que cette question est abordée en classe de 3e dans la partie « Diversité et unité des êtres humains », avec des objectifs éducatifs visant la réflexion sur cette question. Voir le chapitre de Pierre Clément dans le présent ouvrage. En terminale, c'est la convergence avec le thème « Regard croisé sur l'homme en philosophie » qui est proposée. La question de l'origine, la diversité des populations actuelles d'Homo sapiens ne sont pas non plus traitées dans les nouveaux programmes. Si l'homme actuel est cité, c'est en tant qu'homo dans le cadre de l'étude des critères d'appartenance au genre Homo. Aucune référence aux migrations des espèces du genre Homo. Les seuls débats scientifiques en cours cités concernent la construction précise de l'arbre phylogénétique du genre Homo, qui illustre une question scientifique en devenir. Comment les manuels scolaires ont-ils traduit ces changements de programme ? Se sont-ils emparés ou pas de ces questions passées sous silence dans les instructions officielles ? Quelles sont les continuités et les innovations relatives à la question des migrations à l'origine de l'espèce humaine actuelle ? Dans les manuels de 2012. 2.4. Étude des manuels des éditions Borda et Nathan de Terminal S, de 2012. Chez Borda, un chapitre porte sur l'évolution de l'homme en 24 pages sur 416, soit environ 6% du manuel. L'analyse lexicale relative au déplacement montre que les familles de mots les plus employées sont celles des mots migration et colonisation, avec 4 occurrences chacune. Les termes supplanter et coexister sont utilisés à 3 reprises, mixage, échange et flux de gènes à 1 reprise. Ces termes sont associés pour part égale à la conception colonisation,
et à la conception échange migratoire des migrations humaines. Le bilan du chapitre, contrairement au programme, évoque les migrations humaines au cours de l'évolution. Présence d'Homo erectus hors du berceau africain et colonisation de la planète. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.